Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Notre webinaire aujourd'hui RGPD. Donc nous avons l'honneur d'accueillir donc notre avocat référent, fondateur de notre réseau d'avocats DPO externes aujourd'hui qui va témoigner de son retour d'expérience, notamment sur l'exercice des droits des individus. Et on associera également à son témoignage différents cas d'usage lors d'une démonstration de notre logiciel Tag Omega qui va pouvoir rechercher et indexer toutes les données à caractère personnel dans le système d'information. Donc, je me présente, je m'appelle Kevin Clément, je suis directeur marketing et communication de Spigraph. Et donc je vais être le co-organisateur de ce webinaire. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Vous avez en bas à droite une petite fenêtre de chat pour me confirmer si vous entendez bien, si vous voyez bien tout. Ce sera aussi la même petite fenêtre en bas à droite pour pouvoir poser des questions par écrit pendant tout le long du webinaire. Donc n'hésitez pas dès l'instant où vous avez une question que vous avez en tête de la mettre. On y répondra à la fin. Alors, à l'agenda, pendant ces 3 quarts d'heure qu'on aura en fait ensemble, je vais faire une très courte présentation donc de Spigraph. Simplement rappeler un contexte RGPD actuellement pour les entreprises françaises. Ensuite, Pascal Alix, donc, qui est l'associé du cabinet Virtualegis, qui va justement vous donner son témoignage sur des cas concrets aujourd'hui de comment les organisations peuvent répondre à l'exercice des droits des individus dans le cadre du RGPD. Donc, Virtualegis, pour resituer, c'est un cabinet qui a près de 30 ans d'expérience, qui est principalement dédié aux technologies de l'information. Donc, ils sont véritablement donc avocats délégués à la protection des données. Et ils interviennent sur tout secteur d'activité, soit les médias, assurances, médico-social, secteur du numérique, etc. Ce cabinet est membre de l'AFCDP, donc qui est l'association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Donc c'est véritablement leur cœur de métier, c'est vraiment donc de donner donc du conseil légal pour les entreprises dans le cadre de leur gestion de données personnelles. Et enfin, après avoir répondu, on va dire, à ces questions autour du cas concret, donc on enchaînera toujours sur les cas concrets, sur le fait de comment trouver les données personnelles présentes dans les systèmes d'information. Et là, ce sera au tour donc d'Olivier Sébillot chez nous, qui est le directeur du département produits et solutions, et qui vous fera très concrètement du coup des démonstrations assez courtes sur Tag Omega pour pouvoir répondre à différents cas. Alors très rapidement sur Spigraph, donc nous sommes au cœur de la transformation digitale. Donc nous sommes fournisseurs, parce que notre cœur de métier, c'est la dématérialisation documentaire. Donc on est fournisseur numéro 1 sur le marché français. On commercialise un scanner sur 2 qui passe par nous. On a 25 ans d'expérience. Nous avons 200 collaborateurs au niveau groupe, répartis sur 12 pays en Europe. Et nous commercialisons notre offre, y compris celle de Tag Omega, auprès donc de partenaires revendeurs donc, qui sont au nombre donc, de 6000 partout en France. On peut vendre aussi également en fait sur cette partie-là sur des grands comptes en direct du coup la solution. Nous intervenons sur plus de 10 000 interventions de services par an, donc directement auprès donc, des clients utilisateurs, et nous avons plus de 100 000 de contrats de service auprès des clients utilisateurs. Donc bien qu'en fait on a un schéma qui est sur de l'indirect, toutes nos solutions sont maintenues et nous avons l'assistance directement auprès des clients utilisateurs. Nous avons deux expertises qui sont dans la transformation digitale, donc principalement, en fait, historiquement, pardon, sur le documentaire. C'est notre cœur d'activité depuis que l'on existe depuis 1997. Et nous avons lancé depuis peu sur le marché et intensifié du coup des solutions autour de la gestion des données personnelles au travers du logiciel Tag Omega. Et surtout, du coup, au travers d'une offre beaucoup plus globale avec des prestations associées par les avocats DPO externes. Pour continuer sur la partie documentaire, voilà, très rapidement, voilà, on est sur la partie scanner, logiciel et services associés avec les principaux acteurs du marché constructeurs que vous avez sous les yeux, donc Alaris, Canon, Fujitsu, 2S, etc. Et nous avons toute une suite de logiciels qui correspondent, on va dire, aux besoins des entreprises aujourd'hui dans leur dématérialisation documentaire et gestion de données personnelles.
Enfin, l'offre dont je vais vous parler, en fait, c'est vraiment l'association du coup de logiciels techniques et l'accompagnement professionnel très spécifique et juridique des avocats DPO externes, dont Pascal Alix de Virtualis et avec nous le cofondateur du coup de ce réseau et nous aide en fait à recruter tout un réseau d'avocats DPO externes partout répartis en fait en France pour qu'on puisse fournir donc des services de proximité aux clients finaux. Et donc tout ça en fait est représenté sous l'offre RGPD 360, donc qui peut accueillir également d'autres solutions techniques potentiellement, car nous avons également sur la partie documentaire, par exemple, la possibilité, au travers donc du logiciel TAC PDF par exemple, de pouvoir identifier les documents qui contiennent du coup des données à caractère personnel pour aider le DPO, par exemple, en fait, à construire son registre de traitement. Et Tag Omega pourra prendre le relais pour visualiser toutes les données du système d'information. On voit ici donc la carte de France qui est représentée, donc Virtualegis, qui est présent du coup dans la proposition de ces services en Île-de-France principalement, et tous les autres du coup avocats DPO externes qui sont Wizlaw, Shift et LJC Avocat, voilà, sur la partie donc, du sud. Donc nous sommes continuellement en recrutement et en recherche du coup d'autres avocats partout en fait en France. Et donc c'est avec Virtualegis que nous travaillons donc de concert pour ce recrutement et faire en sorte que du coup sur une charte qui nous a été prédéterminée en fait avec Pascal, c'est-à-dire donc une charte donc de compétences pour être sûr que les services de conseil sont homogènes partout en France. Alors quelques informations depuis la mise en place du RGPD. Alors il faut savoir que 72% des entreprises s'estiment non conformes, ce qui est encore aujourd'hui colossal, puisque sur 4,5 millions d'entreprises en fait en France, voilà, qui s'estiment non conformes. Ça représente effectivement 3 240 000 entreprises qui ne s'estiment pas conformes. On peut aussi mettre en exergue d'où ce chiffre-là. Les organisations qui aujourd'hui ont déclaré un DPO auprès de la CNIL sont de l'ordre donc de 65 168 très précisément. Donc c'est un chiffre open data donc, de la CNIL que tu pourras retrouver sur Internet. Donc on insiste, même si effectivement le DPO aujourd'hui n'est pas en fait obligatoire mais fortement conseillé, on sait qu'il y a encore des progrès en fait aujourd'hui dans les entreprises pour pouvoir déclarer en fait un DPO. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui potentiellement sont en fait en passe de déclarer un DPO mais qui ne le sont pas encore. Alors je vais passer la main maintenant à Pascal qui va vous présenter très rapidement Virtualegis et qui va enchaîner sur effectivement des cas très concrets d'exercice de droit d'individu, notamment de demande de suppression de données ou demande d'accès. Alors, je te passe la main, Pascal, et tu devrais pouvoir afficher ton écran de ton côté. C'est bon, on voit ton écran. Merci Kevin. Alors merci à Spigraph de me permettre de présenter quelques cas d'exercice des droits et de manière de répondre à ces exercices de droits. Alors petit rappel, je vais pas aller très loin dans la présentation du cabinet parce que Spigraph l'a déjà fait. Je rappellerai simplement que Virtualegis a une certaine particularité par rapport aux autres cabinets qui font de l'IT, c'est qu'il est composé de 2 associés, de collaborateurs qui sont tous des DPO et des DPO enregistrés auprès de la CNIL et qui pratiquent cette activité depuis de nombreuses années dans la mesure où ils étaient, donc Hubert Segonzac et moi, correspondants informatique et liberté avant l'entrée en vigueur et avant l'entrée en application du RGPD. Donc c'est vraiment notre activité, le cœur de notre activité, c'est de mettre les entreprises, les administrations et les associations en conformité par rapport à la réglementation de la protection des données, le RGPD, mais pas uniquement, donc les réglementations sectorielles. Alors le cabinet a été identifié comme un des experts et figure dans plusieurs classements. Alors, pour en venir à l'exercice des droits en pratique. L'exercice des droits, ça paraît assez simple. Tout le monde a entendu parler du droit d'accès, du droit à l'effacement, du droit à la rectification. Ce n'est pas nouveau, ça existait déjà dans la loi de 1978. Le seul fait
la seule chose, c'est que le RGPD a approfondi ces droits, les a renforcés, a raccourci les délais, a donné plus de droits aux personnes concernées et a prévu un certain nombre de cas supplémentaires, alors qu'on n'évoquera pas aujourd'hui par souci de simplicité. En pratique, une entreprise, un responsable de traitement est confronté à une demande d'exercice de l'un des droits de la personne concernée. Que faire? Premièrement, évidemment, faire un état des lieux. Quels sont les supports utilisés? Des drives, des dossiers par papier, des bases de données? Y a-t-il dans l'entreprise des personnes clairement identifiées pour gérer les demandes? Dans le cas de nos audits, on constate que ce n'est pas souvent le cas et que c'est même rarement le cas dans les PME. Quel est le volume des données personnelles? Comment sont-elles gérées? Y a-t-il une procédure écrite pour l'exercice de certains au moins des droits? Bon, cet état des lieux préalable est quelque chose de tout à fait indispensable pour répondre dans les délais qui sont assez brefs et dans les conditions de forme des articles 12 et suivants du RGPD. Et évidemment, il est également nécessaire d'harmoniser les mentions documentaires qui sont présentes sur les différents supports pour inviter les personnes concernées à exercer leurs droits, l'ensemble de leurs droits, et en interne, s'il existe une procédure, ou en tout cas lorsque plusieurs personnes sont chargées de répondre à ces droits, il est absolument indispensable de diffuser cette procédure, que chaque salarié connaisse l'existence de cette procédure, les différents droits, dans quel cadre ils sont exercés, comment ils sont exercés. Alors, à titre d'information, lorsque vous allez sur la CNIL, sur les fiches qui sont éditées par la CNIL pour aider les personnes concernées pour exercer leurs droits, la CNIL conseille de prendre contact avec le responsable de traitement de différentes manières. Évidemment, de prendre contact avec le DPO lorsqu'il y a un DPO, en allant rechercher sur la liste qui est publiée par la CNIL. Mais la CNIL conseille également de prendre contact par tout moyen, en faisant une recherche Google, même en prenant contact par les réseaux sociaux. Donc, quel est le résultat de tout ça? C'est que vous allez avoir des demandes d'exercice des droits qui vont arriver de tous les côtés, qui vont arriver par le service clientèle, qui vont arriver par des services qui n'ont strictement rien à voir avec le service de la protection des données. Donc, il va falloir canaliser tout ça et s'organiser. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'application pratique de deux droits qui sont en pratique les droits qui sont exercés les plus fréquemment, c'est-à-dire le droit d'accès de l'article 15 et le droit à l'effacement de l'article 17. Concrètement, il va falloir prévoir des modalités d'identification des requérants ou d'authentification quand la demande est faite en ligne, et la mise en œuvre de procédures qui permettent de respecter les délais de réponse, c'est-à-dire par défaut le délai d'1 mois, qui peut être extrêmement court. Je crois que Olivier, qui va en parler bientôt, a eu des contacts avec des administrations qui ont évoqué des délais en pratique pour respecter les exigences des articles 15 et 17 qui peuvent aller jusqu'à 3 mois. Alors, s'agissant du droit d'accès, que faire en pratique quand on est confronté à une demande du droit d'accès? Alors, je vous rappelle rapidement que la demande de droit d'accès comporte deux volets. Le premier, un volet qui consiste à communiquer au requérant un ensemble de données qui peuvent être des copies papier, si la demande est faite en ce sens, avec, vous le savez, la possibilité de facturer des frais raisonnables, et un autre volet qui consiste à fournir un certain nombre d'informations concernant les finalités du traitement, les catégories de données, les destinataires de données, les durées de conservation, et ainsi que le rappel de l'existence du droit de demander la rectification, l'effacement, etc., et le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Alors, pour accéder aux informations requises par l'article 15 et aux données
visés par le même article, il y a deux moyens. Soit ces données et ces informations peuvent être retrouvées exclusivement dans les bases de données sous forme de données structurées auxquelles on peut accéder par des logiciels métiers dans le cadre d'un process automatisé, soit on peut y accéder au moyen d'une recherche manuelle. Alors une recherche manuelle au sens strict quand on est dans une TPE et qu'il y a 3 postes de travail, ou une recherche manuelle au moyen de solutions logicielles pour aller fouiller, si vous me passez l'expression, dans les différents drives, les différents supports de stockage, l'existence de différents types, catégories de données personnelles, afin de préparer une réponse qui doit être parfaitement conforme à l'article 15, c'est-à-dire comporter l'ensemble des informations qui sont prévues par l'article 15 et notamment l'article 15.1 du RGPD. Alors, premier cas. Alors là, je vous donne des cas, quelques cas qui sont des cas qui ont été anonymisés, mais qu'on rencontre assez fréquemment en pratique. Le cas du salarié. Alors, le salarié peut demander l'ensemble des données, alors que ça peut être sous forme papier ou sous forme numérique, mais également l'ensemble des informations qui se rapportent à différents points, différents éléments, et notamment au recrutement. Alors là, évidemment, on pense aux notes d'entretien, qu'on n'est pas nécessairement obligé de communiquer, mais au moins les critères qui ont été pris en considération pour retenir ou exclure la candidature, l'historique de carrière, les éléments qui ont permis de fixer la rémunération, et s'agissant des documents, les bulletins de paie, bien évidemment, l'évaluation des compétences professionnelles, par exemple les fiches d'évaluation de fin d'année, le dossier disciplinaire s'il y en a, ainsi que tout élément qui a servi à prendre une décision à l'égard du salarié. Alors, cette demande d'accès, elle a tendance à augmenter au fil du temps, dans la mesure où, évidemment, le RGPD, on en parle de plus en plus, et dans un contexte assez fréquent qui est celui des contentieux prud'homaux. Lorsqu'il y a un contentieux avec l'employeur, les salariés n'hésitent plus, avec l'aide ou non de leur avocat, à faire cette demande d'accès qui peut donner lieu à des recherches assez longues et assez fastidieuses quand l'entreprise n'a pas concentré l'ensemble des éléments concernant les salariés dans des bases de données, dans la mesure où, on le sait, en pratique, les données RH, on les trouve non seulement dans les bases de données accessibles via les logiciels métiers, les logiciels de paie, les logiciels de gestion du temps, mais également sous forme de fichiers Excel, de fichiers Word, sur différents supports externes ou sur les tout simplement disques durs des personnes qui travaillent dans les services RH. Deuxième cas, ça c'est un cas extrêmement fréquent, qui est une demande ambiguë d'accès ou éventuellement d'information. Demande reçue, bon, en pratique, please send me my account, sans autre précision. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose à faire, c'est de vérifier l'identité du demandeur, s'il a effectivement le droit à obtenir les informations de l'article 15, plus éventuellement une demande de précision. Alors si le demandeur confirme qu'il a effectivement le droit, confirme son identité et qu'il souhaite exercer son droit d'accès, on se retrouve dans une situation où il est nécessaire de rechercher avec l'ensemble des services opérationnels, marketing et autres, avec l'aide de la DSI, avec l'aide du DPO, sur tous les serveurs, dans tous les dossiers, tous les éléments qui concernent son compte, son profil. Là, il s'agit d'un abonné à un service en ligne en vue de préparer une réponse conforme à l'article 15. Alors, il faut savoir que lorsqu'une personne exerce son droit d'accès, elle demande nécessairement, même si elle ne l'exprime pas, un certain nombre d'informations, donc ce sont les informations qui sont prévues par l'article 15.1, mais également l'accès à ces données. C'est implicite.
l'article 15.3 prévoit que le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. C'est-à-dire que même si la personne qui exerce son droit ne précise pas qu'il veut obtenir les copies de ces données, le responsable de traitement doit spontanément lui fournir. Ce qui suppose d'aller faire des recherches sur les supports en interne, dans toutes les bases et en dehors des bases, sur l'ensemble des supports de stockage, mais également chez les prestataires, et notamment chez les sous-traitants qui participent au traitement. S'agissant d'un abonné à un service en ligne, il faut aller chercher chez les sous-traitants qui permettent au responsable de traitement de fournir son service. Alors le deuxième droit qui donne lieu à des demandes fréquentes, c'est probablement, c'est même pas probablement, c'est en pratique celui qui demande, qui aboutit aux demandes les plus fréquentes, c'est le droit à l'effacement. Alors qui est encore un droit qui n'a pas été créé par le RGPD, qui existait déjà dans la loi de 1978, mais qui est exercé maintenant avec la médiatisation de la protection des données de manière beaucoup plus fréquente. Concrètement, des cas que nous avons rencontrés dans la pratique, ce sont des demandes d'effacement mentionnant l'opposition à la prospection commerciale. C'est évidemment le cas le plus fréquent. Alors, c'est un cas où cette demande d'effacement peut être présentée de différentes manières. Elle peut être effectuée de manière automatisée en cliquant dans un lien de désabonnement qui conduit à la suppression de l'adresse dans toutes les bases de prospection. Mais si la demande arrive d'une autre manière, il faut vérifier l'existence de l'adresse email dans les bases de prospection. Enfin, dans tous les cas, qu'elle arrive par quelque canal qu'il soit, il faut vérifier l'existence de la base, de l'adresse dans la base de protection interne, dans les bases de prospection des sous-traitants, et ensuite supprimer l'ensemble des données personnelles sans oublier les données qui sont stockées dans les bases extérieures. Deuxième cas, demande d'effacement consécutive à un retrait de consentement. C'est un cas qui est expressément prévu par l'article 17 du RGPD. C'est le cas, par exemple, du client, d'un de nos clients qui a accepté de faire l'objet de prospection par des partenaires, qu'ils soient des filiales ou des tiers. Donc les opérations effectuées sont les mêmes, à la différence près qu'il faut vérifier les données qui le concernent en tant que client. Troisième cas, demande de la part d'un client. Là, ce sont des cas, là j'ai fait un copier-coller d'une demande que nous avons effectivement reçue chez un client, demande de la part d'un client de supprimer son compte et d'effacer toutes les données. Alors évidemment, il faut procéder aux mêmes vérifications, vérification d'identité. Alors, ce qu'on a convenu en pratique avec certains clients, c'est de l'obliger à se loguer et à effectuer, alors lorsque c'est possible, lorsque vos systèmes le permettent, l'obliger à se loguer et à présenter cette demande par le biais de son profil, ce qui permet de procéder à une vérification d'identité et de ne pas demander, par exemple, une copie de sa pièce d'identité. La recherche à effectuer est la même, de rechercher dans les bases internes, dans les bases externes, avec une particularité dans ce cas, dans la mesure où il s'agit d'un client. La demande de suppression, même si le client demande d'effacer toutes ces données, il faut répondre très clairement au client que la loi interdit au responsable de traitement d'effacer toutes les données. Il y a un certain nombre de données qui doivent être conservées pour respecter des obligations légales. Conserver des données comptables, conserver temporairement des données de connexion, etc. Alors là, je vais repasser la main à Olivier Sébiotte qui va vous donner des exemples de cas d'utilisation de Tag Omega, notamment dans le cadre de l'exercice des droits. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Pascal pour cette présentation. Si tout va bien, le diaporama va se lancer. Donc,
Pascal vous a expliqué effectivement ce que vous devez faire des données une fois que vous les avez trouvées, pour répondre bien évidemment à la demande du requérant. Et la première problématique est ces données, où sont-elles et comment je les trouve? Donc, il y a deux types de données, vous le savez peut-être, ce qu'on appelle les données structurées, c'est-à-dire les données qui sont bien rangées parce que chaque type de données est rangé dans une case et comment dire, de manière à pouvoir retrouver cette information très facilement. Donc là, ça va être typiquement dans des logiciels de type du CRM, ERP. Globalement, on va rentrer le nom de la personne et partout cette personne est citée dans ces bases de données structurées, les informations vont pouvoir remonter et vous allez pouvoir les traiter pour répondre à l'exercice des droits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces bases de données qui nécessitent bien évidemment un travail humain stagnent en termes de volume, c'est-à-dire qu'elles ne croissent pas. Ce qui croît de manière très forte, c'est les données non structurées. Les données non structurées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les données qu'on crée tous les jours, qu'un humain crée pour envoyer à un humain. Donc ça va être typiquement un email, des documents, des pièces jointes que vous joignez à ces emails ou tout ce genre d'échange. Et ces données-là viennent, si j'ose dire, ensevelir toutes les données structurées. Et donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées quand il s'agit effectivement de retrouver une information au milieu de tout ça. Et c'est là où Tag Omega peut vous apporter une réponse. Parce que Tag Omega, lui, est suffisamment intelligent. Tout à l'heure, j'ai dit une donnée non structurée, c'est un humain qui l'écrit à destination d'un autre humain. Lui, Tag Omega dispose d'un minimum d'intelligence artificielle qui va lui permettre d'interpréter ce qu'un humain a écrit et dedans d'y détecter des données qui nous intéressent, typiquement dans le cadre du RGPD. Donc, Tag Omega fait, si j'ose dire, peu de choses, mais il les fait très bien. Il va trouver, indexer et classer ces données à caractère personnel, parce que c'est ce qu'on lui a demandé précisément pour le RGPD, pour vous aider à compléter ces recherches que vous allez lancer dans les données, structurées, et pour pouvoir répondre de manière pratiquement exhaustive à la demande des personnes. Le principe de fonctionnement, il est assez simple en fait. Il y a deux connecteurs, donc deux petits ponts techniques qui vont permettre à Tag Omega de parcourir vos répertoires et vos emails. Le SMB, qui est un protocole très répandu qu'on va retrouver partout sur toutes les plateformes Windows, macOS, Linux, et l'Exchange pour les emails. Aujourd'hui, ce sont les deux connecteurs disponibles et bien évidemment, d'autres sont en cours de développement. L'avantage du système de Tag Omega, c'est qu'en fait, il n'y a aucune installation logicielle à réaliser. Tag Omega se présente sous la forme d'un boîtier. Ce boîtier, vous le branchez sur votre réseau. Le responsable IT va lui créer une identité, tout comme n'importe quelle autre identité sur l'Active Directory, par exemple, lui donne des droits uniquement à lecture, et lui ne va pas courir le réseau, il va aller sur les zones qu'on va souhaiter scanner. Donc ça peut être tout le réseau ou une certaine partie. Ça, vous avez complètement le choix, et en plus, ce choix, vous n'êtes pas obligé de le faire dès le début, ça peut être complètement graduel. Petit à petit, vous élargissez la zone que vous souhaitez scanner. Donc les données, on ne va absolument pas les déplacer, les altérer, on va se contenter de les lire. Et tout ce qui est pertinent, tout ce qui contient du texte, va être recopié, mais sur le disque dur du boîtier lui-même. Donc ça ne crée aucune surcharge sur votre espace de stockage, tout est contenu sur le boîtier. Et une fois que c'est sur le boîtier, Tag Omega lance son analyse. Et quand vous ferez après des requêtes sur cette base de données créée à partir de cette analyse, ces requêtes se feront aussi là-dessus. Donc ce qui fait que les requêtes seront extrêmement rapides et ne nécessite pas que la donnée soit disponible au moment où vous lancez la requête. Voilà. Alors, Tag Omega, je l'ai dit, il fait peu de choses, mais il les fait très bien. Tag Omega vous affiche la donnée personnelle. Et en affichant la donnée personnelle, en fait, il y a plein d'utilisations très intéressantes qui se font jour, parce qu'en fait, on va enfin pouvoir se baser sur du concret. Sans Tag Omega, comment fonctionne un DPO aujourd'hui, et Pascal pourra en témoigner, il se base sur le déclaratif, c'est-à-dire qu'il va aller dans chaque service, il va demander aux personnes quels sont les traitements. Alors c'est quoi un traitement? Un traitement, voilà, c'est une donnée personnelle où vous choisissez ce qu'elle est, combien de temps la garde. Ah, mais c'est quoi une donnée personnelle? Bon, ça demande un certain temps d'explication. Après, les personnes petit à petit, quand elles l'auront comprise, vont pouvoir vous expliquer effectivement, chez nous, voilà où elles sont, voilà ce qu'on en fait, combien de temps on les garde, comment c'est sécurisé. Mais tout cela n'est que du déclaratif. Si la personne omet en toute bonne foi certains types de traitements ou même certaines données qu'elle détient sans même le savoir, voilà, le registre qu'on va créer, que le DPO va pouvoir créer avec elle, ne mentionnera pas ces données. Et si la CNIL vient tout simplement, elle, faire un audit, elle ne va pas juste regarder le registre, elle va aller regarder concrètement dans vos machines si elle a données personnelles, où est-elle et si on est légitime pour les avoir. Tag Omega, lui, parce qu'il sait les détecter, en fait, vous permet de compléter ce déclaratif et à chaque étape de la mise en conformité, donc de la sensibilisation jusqu'au maintien,
va venir vous aider et c'est en fait, pour moi, c'est un outil de médiation. C'est l'outil qui, de manière très factuelle, montre la donnée là où elle est et qui permet aux humains, de part et d'autre de la table, si j'ose dire, de dialoguer et de faire leur travail sans aucune, de manière objective en fait. Donc la première utilisation qu'on va voir tout de suite après, c'est la sensibilisation. Parce qu'avant même de se mettre en conformité, même si on doit tous le faire, bon, on sait que voilà, il faut quand même se lancer dans cette aventure. Tag Omega va simplement vous montrer combien de données personnelles vous avez, de quel type elles sont. Et là, on va pouvoir enfin comprendre que oui, on est concerné. Tout le monde l'est. Certains pensent qu'ils ne sont pas encore. La plupart du temps, c'est une erreur. Tag Omega vous aide à cela. Bien évidemment, après, il va vous aider à vous mettre en conformité, typiquement au moment de l'audit. C'est ce que je viens de décrire. Et après, et c'est le sujet du webinaire de ce jour, bien évidemment, pour se maintenir en conformité, tous les jours, il va falloir pouvoir répondre, être en capacité de répondre correctement à un exercice des droits. Et comme Tag Omega, lui, a su détecter automatiquement les personnes physiques citées dans les différents documents auxquels il a accès, vous allez pouvoir très simplement, juste en rentrant le nom de cette personne ou son email, voir tous les documents qui l'ont cité et pouvoir analyser ces documents et retirer les informations que vous allez pouvoir agrégé pour répondre à l'exercice des droits. Donc Tag Omega vraiment sert à tout moment de la vie du RGPD. Le RGPD, c'est pour la vie et ça commence bien évidemment à la sensibilisation. Donc c'est ce que je vous propose de regarder tout de suite via l'interface. Donc Tag Omega, je vous l'ai dit, c'est un petit boîtier. Vous branchez sur votre réseau qui est sous Linux et auquel on va pouvoir accéder depuis n'importe quel poste de l'entreprise, sécurisé sur le réseau de l'entreprise, via un navigateur Internet. Mais aucune donnée ne sort du boîtier et ne sort de l'entreprise. On est bien d'accord. On est sur un système qui est complètement maîtrisé par l'entreprise. L'avantage de cela, c'est que n'importe qui peut accéder à la machine du moment, bien évidemment, qui a les droits d'accès à la machine Tag Omega. Mais si le réseau, effectivement, est même multi-site, et ben de plusieurs sites, on va pouvoir accéder à la machine. Donc, il y a quand même une grande facilité d'utilisation, une grande flexibilité, et plusieurs personnes en même temps peuvent venir consulter Tag Omega. Donc, ça peut permettre d'accélérer le processus de mise en conformité. Typiquement, plusieurs services en même temps peuvent utiliser Tag Omega pour se mettre en conformité. Donc, sensibilisation, c'est assez simple en fait. Sur, là, en l'occurrence, les 4 zones qui s'appellent des sources que j'ai choisi de scanner dans mon exemple, la première information qui va remonter, ça va être le ratio de documents qui contiennent une donnée personnelle et ceux qui n'en contiennent pas. Donc, en l'occurrence, vous voyez que j'ai un déséquilibre assez fort. Bien évidemment, c'est un jeu de démo, donc il est fait pour ça, mais c'est assez représentatif, très honnêtement, de ce qu'on rencontre, nous, auprès de nos clients. Beaucoup de documents contiennent des données personnelles, d'autres n'en contiennent pas. Et qu'est-ce qu'une donnée personnelle au sens de Tag Omega? Aujourd'hui, Tag Omega s'est détecté automatiquement ces 10 types de données personnelles. Alors, vous le savez peut-être, il n'y a pas de liste exhaustive de données personnelles. Une donnée personnelle, c'est tout ce qui caractérise ce que je suis, ce que je fais. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est pas possible de créer une liste exhaustive. Bien évidemment, il y a certains types qui sont très facilement identifiables, tels que ceux que vous avez mis ici, mais données personnelles et qui plus est une donnée sensible, par exemple, ça va être tout ce qui va être orientation religieuse, sexuelle, syndicale, genre de choses. Tag Omega, en plus de cette détection automatique, dispose d'un outil de recherche plein texte qui va permettre de retrouver des documents qui citent non seulement un mot, mais des concepts proches de ce mot. Typiquement, si ici je vais taper par exemple maladie, je vais pouvoir retrouver des conversations dans des emails ou peut-être dans des documents autour d'arrêt maladie, par exemple, de mes collaborateurs. Si tout ça est effectivement sécurisé et c'est possible bien évidemment au service RH, il n'y a pas de problème. Si on en trouve ailleurs et surtout s'il n'y a pas nécessité de les avoir conservés, là, le DPO va pouvoir s'appuyer sur les résultats et faire son travail. Donc, en fait, Tag Omega, c'est 10 types de données personnelles, plus aussi, bien évidemment, les recherches que vous allez pouvoir lancer sur certains mots-clés à la discrétion totale du DPO. L'audit. Donc, on va regarder très simplement comment on va réaliser l'audit grâce à Tag Omega, comment on va compléter ce travail. L'audit, il n'y a pas la mise en conformité, c'est avant tout un travail humain, mais il y a des outils techniques qui permettent de le faciliter, de l'accélérer. Et Tag Omega permet de l'accélérer parce que les gens vont comprendre beaucoup plus vite ce qu'est la donnée et quels sont les traitements. Et en plus de la rapidité, vous allez aller plus profondément parce que vous allez avoir accès à des données auxquelles vous n'auriez pas tout simplement pensé. Donc, c'est vraiment les deux effets bénéfiques de ce genre de système. Imaginons que je vais aller auditer, par exemple, ce qu'il y a dans mes emails. Donc, comment je fais ça? Je change de tableau de bord pour afficher ici des paramètres qui ne sont plus des paramètres d'ordre IT que des paramètres RGPD. Type de fichier email, je clique dessus, parfait. Donc là, je viens de créer un premier filtre.
que vous voyez ici en haut à gauche. Et là, maintenant, sur mes à peu près 3000 fichiers, j'en ai plus que 3 qui sont concernés. Bien évidemment, tous, alors bien évidemment, non, c'est pas évident, mais dans mon exemple, tous contiennent une donnée personnelle, au moins une donnée personnelle, et j'ai déjà une première visibilité sur le type de données qui sont contenues. Donc, par exemple, dans mes emails, je n'ai aucun IBAN, je n'ai pas de NIR. Par contre, j'ai un SSN, donc un numéro de sécurité sociale au format américain. Je clique dessus. Donc là, je n'ai plus qu'un seul document concerné. Vous voyez que j'ai créé mon second filtre. Et maintenant, j'affiche tout simplement le document lui-même. OK. Donc Tag Omega, je vous ai expliqué qu'il parcourt le système d'information. Il va lire, ça fonctionne en 3 passes. Il va lire les métadonnées, que vous voyez ici, qui peuvent elles-mêmes contenir des données personnelles. Il va recopier le texte brut de l'email, que vous voyez ici. Mais bien évidemment, le plus intéressant est là. C'est sur son interprétation du document. Donc là, au milieu, on a une colonne centrale qui contient toutes les données personnelles détectées automatiquement par Tag Omega. Le SSN qui nous a attiré notre attention est ici. Je clique dessus. Et là, j'ai le SSN en question et en face, j'ai de la chance, j'ai une personne physique qui est citée. Donc là, j'ai a priori le numéro de sécurité sociale de cette personne. Et là commence le travail des DPO. On analyse ce qu'on voit. Là, je suis au service communication, donc a priori, il n'y a aucune raison pour que j'ai le numéro de sécurité sociale de cette personne dans un répertoire lié à la communication. Si c'était au service RH, ce serait quand même a priori beaucoup plus classique comme chose. Donc là, clairement, voilà, si on était basé sur le déclaratif au service communication, les gens se disent non, nous des SSN, j'en ai pas, j'ai pas besoin de cela. Et on aurait passé notre chemin et en fait, on aurait laissé une faille assez importante dans ce répertoire. J'efface mes filtres, je reviens à mon jeu de données complet. Et bien évidemment, le dernier exemple, l'exercice des droits. Donc, comment Tag Omega peut vous aider dans le cadre de l'exercice des droits? Donc, Tag Omega sait détecter des personnes. Alors, une personne, comment il la détecte? Lui détecte un nom, un prénom dans un contexte particulier. 16 rue Victor Hugo, il va comprendre que c'est une adresse, il ne va pas créer la personne Victor Hugo. D'accord? Aujourd'hui, Tag Omega fonctionne que sur ce mode-là de détection intelligente. Et en plus, dans peu de temps, on pourra en plus injecter des annuaires, 3 annuaires en l'occurrence, qui pourront contenir typiquement le nom des personnes, de vos employés, des fournisseurs, des clients. Donc ça permettra d'être encore plus fin, plus pertinent sur les recherches des personnes. Donc voilà, exercice des droits, je vais changer de tableau de bord, on va être un peu plus fin, moins macroscopique. Là, j'ai la liste de toutes les personnes détectées. Imaginons que j'ai un certain monsieur Martin qui veuille exercer ses droits. Voilà, je vois que j'ai 16 documents qui le citent. Je clique sur monsieur Martin pour créer le filtre. J'ai une première vision macroscopique du type de données contenu dans les documents qui le citent. Donc, ce n'est pas nécessairement l'IBAN de monsieur Martin. Hein, c'est un document qui cite monsieur Martin et qui contient un ou des IBAN. Okay. Voilà la liste de tous les documents citant monsieur Martin. Alors, cette liste, qu'est-ce que je peux en faire? Si je le souhaite, par exemple, je peux l'exporter. Donc, je vais l'exporter sous forme d'un fichier typiquement de données structurées, donc un tableur, par exemple, un Excel. Et ça va vous permettre de traiter à tête reposée tous les documents pour répondre à cet exercice des droits. Je vous montre tout de suite à quoi ça peut ressembler. Ben voilà, j'ai tout simplement un tableur avec le nom du fichier, son emplacement, le créateur. En gros, tout ce qu'on voit dans Tag Omega ici, mais qui est dans un fichier. Et ce fichier-là, on pourra le traiter à minima à la main, mais on peut aussi imaginer qu'il va être injecté dans un petit script qui va, par exemple, aller déplacer ou recopier ces documents qui citent M. Martin pour qu'on puisse analyser cela sans même utiliser Tag Omega. Mais on peut aussi, bien évidemment, dans Tag Omega, s'il y a peu de documents, tout de suite analyser les choses. Donc là, ce premier document qui s'appelle Payslip, donc ce bulletin de paye, voici ses métadonnées. Et voilà ce que Tag Omega a trouvé dedans. Monsieur Martin est cité ici. Donc là, je vois, bon, bien évidemment, il est cité. A priori, j'ai son adresse. Donc là, je vais pouvoir en fait parcourir le document et puis recopier toutes les informations personnelles relatives à monsieur Martin. Et je pourrais après passer au document suivant et ainsi de suite. Alors, je vais quand même me permettre de profiter de ça pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Tag Omega. Vous voyez que là, j'ai aussi un relevé de compte. Alors, où suis-je? Je suis au service HR, donc a priori, des IBAN, des données personnelles dans ce service, c'est pas gênant. Un relevé de compte, par contre, là, c'est évident que ça n'a rien à faire ici. Le scénario qu'on peut imaginer, c'est qu'on a demandé l'IBAN à cette personne pour pouvoir traiter son salaire et que par inadvertance, elle a envoyé son relevé de compte. Clairement, là, on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui est la fonction supprimer. Là, j'ai trouvé une donnée qui est bancaire, personnelle, pas sensible, mais quand même une donnée personnelle, qui n'a rien à faire là. Et cette donnée,
il est certain qu'elle n'a aucune autre utilité pour le fonctionnement de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'un bulletin de paye, chose comme ça qu'on devrait conserver. Là, c'est une donnée personnelle propre à cette personne qui n'a rien à voir avec l'entreprise, qui a été envoyée par Mégarde. Donc là, tout de suite, Tag Omega va pouvoir supprimer ces documents parce qu'il n'avait rien à faire là. Donc en fait, Tag Omega, au-delà de la partie audit, c'est aussi un outil d'assainissement RGPD, mais pas que. On peut l'utiliser dans d'autres domaines d'activité parce qu'il a aussi cette fonctionnalité de pouvoir détecter des doublons et dans certains cas de le supprimer si on pense qu'il n'y a pas besoin d'anonymiser, de retirer certaines infos, que c'est tout le document qu'on va devoir supprimer. Voilà pour ce qui est la manière dont Tag Omega peut vous aider à réaliser cet exercice des droits. Pascal en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, on a pu consulter effectivement un DPO d'une très belle structure publique. Lui m'a dit qu'une personne qui exerce ses droits, ça lui représente 10 jours de travail et qu'aujourd'hui, il ne peut pas y répondre correctement en moins de 3 mois. Vous imaginez un petit peu parce qu'il doit parcourir effectivement des tonnes et des tonnes de fichiers papier et aussi informatiques, parce qu'il y a plein de logiciels métiers. Donc, c'est une tâche phénoménale pour une personne qui exerce ses droits. Et Pascal l'a aussi évoqué, ces demandes vont, enfin, je veux dire exploser. En tous les cas, elles vont être de plus en plus fréquentes, c'est évident. Elles vont être de plus en plus fréquentes. Donc, avec Tag Omega, vous pouvez vraiment gagner un temps extrêmement précieux pour pouvoir compléter ces recherches que vous lancez dans les données structurées, ces recherches papier que vous effectuez. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur Tag Omega. Pardon. Pour terminer, je vais vous parler de notre site internet rgpd360.fr. Je vais même vous le montrer. Voici. Pourquoi Tag Omega et RGPD 360? Pourquoi il y a deux termes? Tout simplement parce que Tag Omega, je vous l'ai dit, lui se concentre sur la détection, le classement des données personnelles. Mais la mise en conformité, bien évidemment, c'est avant tout du travail humain et c'est d'autres services qui viennent compléter cela. Donc, notre site 360, lui, a vocation à regrouper différentes offres techniques et humaines de prestations pour vous aider et vous accompagner dans votre mise en conformité. Donc, le fameux réseau des avocats des PO externes, effectivement, est présent sur le site tel que Kevin vous l'a montré tout à l'heure. Voilà. On a aussi repris quelques informations en termes de prestations, les avantages d'avoir un DPO externe. En gros, c'est un lieu ressource autour du RGPD. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, télécharger notre petit fascicule très simple qui est de sensibilisation au RGPD. La sensibilisation, c'est quelque chose de vraiment important. Il n'y a pas très longtemps, un DPO me disait maintenant quand la CNIL vient chez moi, parce qu'il a déjà eu affaire à plusieurs contrôles, eh bien, il vient voir les collaborateurs et puis dit vous connaissez le nom du DPO chez nous, vous savez à quoi. Voilà, la CNIL maintenant est sensible carrément à ce genre de choses, pas simplement est-ce qu'on a les documents, mais est-ce que vraiment tout le monde est vraiment bien sensibilisé, est-ce que tout le monde œuvre à cet énorme chantier qui est la mise en conformité. Donc là, voilà, on a aussi des petits outils à votre disposition pour aider vos collaborateurs à se sensibiliser à la thématique. Sur le site, vous pouvez aussi effectivement demander une démonstration de Tag Omega, le POC. Donc le POC, ça va être une machine chez vous sur une durée très restreinte pour vous permettre à la fois de découvrir la machine, mais aussi, dans la branche sur vos données, aussi avoir une première idée sur la typologie de ces données et de réaliser un petit test que Pascal effectivement a conçu avec nous pour aussi évaluer votre niveau de maturité RGPD. Voilà Kevin, j'en ai fini avec Tag Omega et cette petite présentation. Ok, super. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Pascal. C'était effectivement très clair, très dense malgré tout, mais malgré tout relativement très clair. Donc nous allons passer en fait aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient posé des questions. Alors je vais afficher un petit peu mon écran ici et puis je vais lister tout ça. Alors, donc on va passer 5 minutes de questions. Il est 11h45, donc on est dans le timing, il n'y a pas de souci. Alors, première question, lorsque l'on demande une suppression de compte, la suppression des données associées ne doit pas être systématique? Je pense que c'est une question pour Pascal. Allô, vous m'entendez? Allô, oui, on t'entend. Oui. Alors non, effectivement, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, lorsque une personne fait une demande de suppression de compte, le gestionnaire du compte, qui est le responsable de traitement,
doit, par application de la loi, conserver un certain nombre de données pendant un certain temps. Soit il s'agit d'un compte payant, donc il doit conserver toutes les données comptables qui, voilà, la conservation des factures, etc., c'est simplement l'application du droit comptable. Soit, même lorsqu'il s'agit d'un compte non payant, il a une obligation de conserver les données de connexion pour, par exemple, s'il y a une réquisition judiciaire pour voir ce qui a été posté, par exemple, admettons qu'il y ait de la diffamation. Bon, bref, il y a différentes obligations légales qui obligent les responsables de traitement à conserver des données, un certain nombre de données. Ce qui doit être supprimé, c'est tout ce qui est public, ce qui est public, ce qui est visible par les tiers, ce qui permet de faire la prospection. Enfin bref, on peut supprimer toutes les données, mais conserver certaines données pour appliquer la loi tout simplement. Donc c'est pas l'intégralité des données qu'on peut faire supprimer. Ok. Une autre question sur la partie technique, sur Tag Omega. Est-il capable de scanner les drives dans le cloud? Aujourd'hui, non. Il peut le faire partiellement si ce qui est dans le cloud, c'est un miroir de ce qui est sur une de vos machines. Mais aujourd'hui, via effectivement le premier protocole ESMB que nous supportons, on ne se connecte pas au cloud. Bien évidemment, c'est dans la roadmap. Hein. C'est évident qu'il y a de plus en plus d'informations qui sont et vont être stockées uniquement dans le cloud. Donc, on travaille en ce moment, bien évidemment, à développer ce genre de connecteur. D'une manière plus générale, sur l'exhaustivité des données auxquelles Tag Omega a accès, moi, je ne pourrais jamais la garantir, bien évidemment. On peut imaginer même des données qui soient cryptées ou qui soient simplement zippées ou corrompues, mais on part de tellement loin, hein, en parlant voilà, de manière un petit peu familière. Il y a tellement de données auxquelles on n'a pas accès, enfin pas de visibilité. Je vous rappelle quand même que le ratio moyen, c'est 15% de données connues, c'est-à-dire des données dont vous connaissez, des documents dont vous connaissez le contenu et vous savez où ils sont. Tout le reste, c'est sous l'eau. Voilà. Donc une partie pour un tiers, en général, c'est inutile, hein, ce qu'on appelle du ROT, des données redondantes, temporaires, obsolètes. Et plus de la moitié, bah, vous savez que c'est là, vous savez que ça prend de l'espace de stockage, mais vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans, en termes de risque, mais aussi en termes d'opportunité. Donc c'est pour ça que Tag Omega et d'autres sont là pour vous aider à reprendre le contrôle de ces données et les valoriser, pas simplement réduire les risques. Donc oui, le cloud aujourd'hui, nous ne pouvons pas y aller, sauf si effectivement c'est un miroir on a un miroir sur le réseau actuel, mais très bien bientôt nous pourrons y aller, bien évidemment. Alors j'ai une question pour Pascal. Est-ce que le DPO a le droit de consulter un email dont l'objet est personnel private ou un email contenu dans un sous-dossier intitulé private email? Non, pas plus le DPO que n'importe qui de n'importe quel autre service, sauf à respecter les conditions de la jurisprudence Nikon de la Cour de cassation, c'est-à-dire avec l'autorisation expresse il s'agit bien de salariés, hein, il s'agit de salariés, c'est ça? Ah, la question n'est pas précisée en fait, mais Bah, probablement que pour le moment j'imagine. ça doit être ça. Voilà, j'imagine. Donc non sans l'autorisation expresse et la présence du salarié, sauf lorsqu'il y a un litige et qu'il y a une autorisation, lorsque une autorisation judiciaire ou la jurisprudence accepte qu'on puisse le faire, lorsque le salarié a, je cite, été dûment appelé. C'est-à-dire qu'il a fallu essayer de le contacter de toutes les manières possibles, admettons qu'il soit en congé ou autrement, ne serait-ce que par téléphone, et ensuite on peut effectivement accéder à ces données personnelles. Donc c'est pas impossible, mais il y a des précautions à prendre. Et il peut pas y aller spontanément, sans lui demander son avis. Et je me permets de rajouter un petit élément. Tag Omega, sur le connecteur Exchange, donc lié aux emails, dispose d'un champ dans lequel vous mettez les mots-clés qui chez vous, entre guillemets, donc dans votre entreprise, décrivent un email comme étant privé. Donc, vous mettez privé, private. Et si effectivement Tag Omega rencontre un document dont l'entête contient ce mot-là, il va se stopper. Donc, il ne va pas l'indexer. Voilà. Alors une autre question, où s'arrête le droit de suppression de documents par le DPO en termes de législation? Alors, il y a des limitations, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne doit pas supprimer toutes les données.
par exemple, lorsqu'on veut supprimer une donnée d'une fiche, voilà, bon, je vais prendre l'exemple d'une fiche Wikipédia, quoi, sur une personne connue, on ne peut pas supprimer des informations lorsque ces informations donnent une information, pardonnez-moi la redondance, au public. C'est-à-dire que la première délimitation, c'est l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information. Il y a la limitation liée à l'existence d'une obligation légale. Vous pouvez pas, je prends un exemple quasi absurde, mais vous pouvez pas faire supprimer des données qui vous concernent dans le téléservice d'impôt.gouv.fr. Enfin, voilà, je vais jusqu'à l'absurde pour comprendre un peu la logique de cette limitation. On peut s'opposer à une demande de suppression lorsqu'on est un institut de recherche qui fait de la recherche dans le domaine de la santé publique. Et le dernier cas, c'est que le responsable de traitement peut conserver à titre d'archives publiques des données qui ont un intérêt à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Donc voilà, ce sont les. Alors oui, le cinquième et la cinquième et dernière limitation, j'aurais dû y penser en tant qu'avocat, c'est la conservation des données qui permettent la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. Vous ne pouvez pas faire supprimer des données qui permettent à un tiers, à votre adversaire par exemple, de conserver des preuves dans le cas d'un procès, par exemple. Je peux me permettre aussi un petit ajout, Pascal. Je comprends tout ce qui était organisation publique. Ils avaient quand même des contraintes assez fortes pour les archives nationales. Donc même des choses, et même des choses qui ont, enfin, qui pourraient avoir être en lien, par exemple, avec les impôts, enfin des choses, voilà, qui a priori ne sont que comptables. Ils sont tenus d'en conserver une bonne partie pour simplement à titre des archives, quoi. Donc c'est. Oui, mais ça c'est le deuxième cas, c'est le respect d'une obligation légale. Oui, mais qui est loin d'être si anecdotique que cela, quoi. Ah, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bien sûr, moi je donne un exemple pour rebondir. On est DPO, le cabinet DPO mutualisé d'un réseau d'associations de tutelle et ils sont tenus de faire procéder à l'archivage, c'est le code du patrimoine, de tous les dossiers ou des parties de dossiers qui ont un intérêt. Alors c'est le filtrage qui est fait par les archives départementales. Donc voilà, il y a des obligations légales dans ce cas-là et on ne peut pas faire ces dossiers-là. Ces éléments d'information en tout cas, qui doivent être archivés aux archives départementales. Alors j'ai une autre question. Est-ce que donc Tag Omega a donc des droits d'admin car il peut faire de la suppression? Alors oui, effectivement, ça c'était pour voir si tout le monde suivait bien. Effectivement, avant qu'on ait la fonction delete, moi ce que je préconisais bien évidemment, c'était de créer un utilisateur de service avec des droits uniquement en lecture, parce qu'il n'a besoin que de cela. Et à partir du moment où on a cette fonctionnalité de delete et qu'on souhaite l'utiliser, il faudra aussi lui donner des droits en écriture. Mais ce n'est pas du tout obligatoire pour toute la partie scan. Alors comment Tag Omega inspecte les bases de données? Alors aujourd'hui, il ne peut pas s'y connecter. Le seul moyen qu'il peut avoir pour s'y connecter, ce serait de faire un export de cette base de données sous un format de type tableur, et auquel cas il pourrait le parcourir. Moi, dans mon jeu de données, là aujourd'hui, j'ai des fichiers de ce type-là. Et demain, bien évidemment, nous aurons des connecteurs. Donc le premier qui est en ce moment en lice, c'est le connecteur SQL, pour permettre effectivement de se connecter aux données structurées. On s'est vraiment concentré là où il y avait aujourd'hui priorité, donc le non structuré, le SMB et l'Exchange. Et demain, bien évidemment, on souhaite pouvoir se connecter à d'autres types de données structurées et puis aussi en non structuré via d'autres connecteurs, typiquement un IMAP pour les emails. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Donc Tag Omega, en fait, il scanne l'intérieur des fichiers PST d'Outlook. C'est notre question, mais je pense que ça veut dire oui. Oui, tout à fait. Ouais, on peut. Si on fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand j'ai mis email, en fait, c'était pas le connecteur email que j'ai utilisé, c'était un fichier .eml. On pourrait le faire sur un .pst. Donc voilà. En gros, pour faire simple, là où aujourd'hui il n'y a pas de connecteur, si on fait un export dans un format tel que ceci, on gère 1000 formats de fichiers différents via la librairie Tika.
on peut le parcourir. Donc c'est un petit peu moins élégant, mais bien évidemment, on peut quand même aller dedans en faisant un export. Alors, pour revenir sur l'accès aux mails en l'absence d'un salarié, est-ce que l'on peut accéder à ses emails professionnels sur sa boîte mail nominative pour récupérer l'historique des échanges avec un client, par exemple? Ah oui, tout à fait. Ça a été statué par la Cour de cassation. Tout ce qui n'est pas par défaut tagué entre guillemets comme personnel ou privé ou private, etc. L'entreprise y accède dans la mesure où ce sont des données qui sont liées à l'exécution de la mission. Oui, donc la réponse est oui. Comment l'outil permet de limiter le droit de suppression par le DPO? Alors, déjà, la première chose, ça peut être, comme je vous l'ai dit, de ne pas donner des droits en lecture, en écriture, ce qui fait que la fonction delete sera inopérante. C'est la première chose. Et globalement, voilà, Tag Omega, c'est l'outil du DPO, mais il a quand même, c'est pas lui qui va tout. Le DPO ne va pas tout faire via Tag Omega. Enfin, en tous les cas, pas aujourd'hui. Bien évidemment, je suis sûr qu'à terme, il soit beaucoup plus, qu'il y a encore beaucoup Disons plus que de ce ne sera pas fonctionnalités. Dieu sur toutes les données de l'entreprise. C'est ce qu'on veut Non. dire par là aussi. Ne serait-ce que cela, oui, parce que voilà, typiquement la suppression dans les données structurées, aujourd'hui, c'est la donnée structurée, son interface qui va permettre de la suppression et pas Tag Omega. De toute façon, cette suppression, très honnêtement, au début, pourquoi, enfin voilà, je vais être un petit peu plus concret, pourquoi elle a été implémentée? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la demandaient et on leur expliquait que, mais vous savez, supprimer, c'est quand même, voilà, il faut se poser des bonnes questions. Enfin, globalement, c'est une fonction que les gens veulent, mais dans les faits, qu'on conseille assez peu dans l'usage, sauf bon, le cas que j'ai montré tout à l'heure, qui est quand même assez criant. Donc pour moi, voilà, je resterai quand même très prudent sur ce genre de fonctionnalité, sauf si par contre on est sur des documents qui contiennent pas de données personnelles, mais qu'on utilise Tag Omega à des fins d'assainissement. Typiquement, voilà, on regarde les plus gros fichiers, on regarde les doublons, enfin voilà, des choses où il y a assez peu de questions à se poser. Là, oui, l'outil, la fonction delete est à ce moment-là très, très utile. Mais voilà, dès qu'il s'agit de données personnelles et, dans ce genre de documents, je serais quand même beaucoup plus prudent. Bon, il y a encore beaucoup de questions. On va pas pouvoir répondre en fait à toutes ces questions, mais on reviendra vers vous individuellement. On essaiera donc du coup de prendre contact avec vous pour répondre en fait à vos questions plus spécifiques. Merci de votre attention. On a dépassé en fait un petit peu avec les questions-réponses, mais j'espère qu'on a pu couvrir en fait un maximum de vos interrogations. Merci beaucoup à Pascal de son temps et de toutes ces précisions très claires sur l'exercice des droits. C'est toujours en fait un domaine en fait assez particulier en fait à appréhender et on sait que les entreprises et les organisations aujourd'hui ont encore besoin de beaucoup d'éclaircissements autour de ces sujets-là. Et on essaie également de notre côté sur la partie de la solution technique de simplifier les choses grâce à Tag Omega pour que ce soit en fait encore plus facile à mettre en place du coup en entreprise sur la partie conformité RGPD. Juste un petit dernier détail, en fait, voilà, aujourd'hui on a fait un webinaire avec Virtual Legis, qui est notre partenaire référent du réseau des avocats DPO externes. Sachez que nous avons également un événement qui sera organisé à Rennes avec le cabinet d'avocats Wizlaw, pareil sur des thématiques également pour accompagner et vous donner des éclaircissements autour de l'exercice des droits, etc. Donc, ce sera le 2 avril à Rennes, à la CCI de Rennes. Donc, pour votre information, si vous êtes dans les parages. Merci à tous, merci Pascal, merci Olivier, puis on vous dit en fait à très bientôt peut-être pour d'autres événements et d'autres webinaires. Au Merci, revoir. au revoir.